Non, moi je fais pas la chasse aux pauvres. Moi je fais la chasse aux bandits. C'est pas la même chose. Je suis désolé, un fraudeur c'est un fraudeur. Enfin, le type qui vient avec des faux papiers pour escroquer les allocs, vous croyez que c'est faire la chasse aux pauvres? Abou Alok, là, notre petit djihadiste, qui est venu truander avec des faux documents à la Sécu, c'est faire la chasse aux pauvres de faire la chasse à ces gars-là? Non, c'est pas faire la chasse aux pauvres, c'est faire la chasse aux bandits. D'une manière, cette histoire-là, d'essayer de museler le personnel politique et l'administration. En fait, et ça marche, hein. Les hommes politiques et les femmes politiques de droite ou de gauche et les hauts fonctionnaires sont terrorisés par cette accusation de vous faites la chasse aux pauvres et aux étrangers. Parce que derrière, c'est aussi ça, on va vous accuser de faire la chasse aux immigrés sur la fraude sociale. Parce qu'en réalité, sur les 5 millions de fantômes que je démontre dans mon livre, c'est moitié-moitié. Hein. Ça va être 2,5 millions nés à l'étranger, 2,5 millions nés en France. Donc vous êtes sur un sujet moite-moite. Effectivement, il y a un sujet immigration par rapport à la fraude aux prestations sociales et un sujet qui n'a aucun lien avec l'immigration. Mais voilà, vous ne faites pas la chasse aux pauvres, vous faites la chasse aux bandits. Sauf que le personnel politique et le personnel administratif est terrorisé par l'idée de se faire accuser de faire la chasse aux pauvres et aux bandits. Voilà. Et c'est pour ça que ça ne bouge pas depuis des années, parce qu'ils ont les jetons. Dans le bouquin, je vous explique comment un fondateur de Daesh, belge, hein, un combattant de l'État islamique, qui était donc à la création, vous savez, de l'État islamique en Syrie, quand ils ont transféré d'Irak, parce qu'avant c'était l'État islamique en Irak et au Levant, puis quand ils ont commencé à perdre un peu du terrain en Irak, ils s'étaient transférés en Syrie, donc avec Abu Bakr al-Baghdadi, là, le calife de Daesh. Et donc il y a eu une réunion de création, d'inauguration, entre guillemets, de Daesh en 2013 en Syrie. Et à cette réunion, vous aviez notamment 3 combattants belges, hein, des djihadistes belges qui venaient de Vilvoorde. Voilà. Et donc, ce petit bonhomme, que j'appelle affectueusement Abou Alok, il est venu s'inscrire avec une fausse carte d'identité belge, avec des faux papiers belges, et il est venu s'inscrire tranquillement à la sécurité sociale française. Voilà. C'est-à-dire que, bon, j'explique un peu comment il a fait, les dates, puisque c'est autour des attentats du 13 novembre 2015 qui se sont déroulés en France. Et c'est très facile avec des faux papiers, avec des faux documents européens. Et il est rentré comme ça. Alors que soi-disant il y a des contrôles, vous savez, on a dit depuis un an ou deux que je dis c'est des fake news sur l'inscription à la sécurité sociale des gens nés à l'étranger, alors que on a un vrai sujet là-dessus de faiblesse du système. Eh bien là, on démontre qu'évidemment, sur les gens nés à l'étranger, les contrôles sont défaillants. Et pour preuve, on a même un terroriste patenté qui vient s'inscrire, qui est étranger, hein, qui vient s'inscrire avec des faux documents à la sécurité sociale française et qui vient percevoir les allocations de la CAF. Alors, on a fait un crash test donc avec la commission d'enquête de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire que, ça je l'explique aussi dans le livre, j'ai récupéré un échantillon de fausses identités, comme ça, de faux documents, et je les ai donnés au rapporteur de la commission d'enquête. Donc j'ai fait en fait l'intermédiaire entre une société spécialisée dans la détection des faux documents, qui elle, elle en détecte tous les jours, hein, des faux papiers, et la commission d'enquête. Donc elle leur a donné, et donc après ils ont fait passer ces faux documents à la sécurité sociale en disant tiens, on voudrait savoir si Pierre Dupont, Michel Durand, etc., ils sont inscrits. Voilà les références, date de naissance, etc., identité, en sachant que c'est des faux documents. Globalement, alors j'ai vu, parce que moi j'avais pas toutes les infos sur l'ensemble du stock, mais de ce qu'a raconté le rapporteur dans la presse hier et avant-hier à la télévision et dans les journaux, globalement c'est pratiquement 1 sur 2 qui était inscrit. C'est-à-dire que sur cet échantillon test de fausses identités avérées, de faux papiers avérés, eh bien pratiquement 1 sur 2 ont réussi à s'inscrire à la sécurité sociale et avoir ce qu'on appelle un NIR, un numéro d'inscription au répertoire, qui permet après de rentrer dans le système. Et je crois que c'était 15 ou 16%, je ne sais plus, qui percevaient des prestations, réellement encore là au mois de mai, au printemps, et pour des montants élevés. Je crois que c'est 700 euros par mois, ce qu'il a expliqué. Pas 700 euros par an, parce que certains journalistes ont dit 700 euros par an. Non, non, c'est 700 euros par mois. Donc on est sur des niveaux de perception d'environ 8400 euros à l'année de fraude aux différentes allocations et prestations sociales sur ce type de fraudeurs. Donc, si vous considérez que vous en avez X millions, vous voyez le tarif, quoi. Et donc, si vous avez 5 millions de fantômes à 8400 euros l'année par bonhomme, ça fait 5 fois 8, 40, on est à un peu plus de 40 milliards d'euros
Et ben, vous rajoutez après les autres types de fraudes, etc., ben, vous êtes aux 50 milliards de fraudes aux prestations sociales annuelles. Pour l'INSEE, vous avez 8 200 000, alors maintenant 8 400 000 personnes nées à l'étranger qui sont sur le territoire, qu'ils soient français ou étrangers, naturalisés, etc. Des gens nés à l'étranger, NIR 99, vous savez, qui sont nés hors du territoire, 8 400 000 qui sont en France, sur le territoire français. Vous avez dans le système de protection sociale 7 700 000 personnes nées à l'étranger qui bénéficient d'une retraite, que ce soit une retraite classique ou ce qu'on appelle, vous savez, le minimum vieillesse, qui vous donne une petite retraite sans avoir jamais cotisé. Des retraités qui sont à l'étranger, qui ont une retraite française qui sont à l'étranger, que ce soit en Algérie, il y en a 400 000, Maroc, Tunisie, Portugal, États-Unis, Amérique du Sud, Asie, Australie, 1 160 000, c'est-à-dire 1 100 000. Qui sont d'ailleurs pas tous nés à l'étranger, mais admettons, pour faire simple. Donc ça veut dire que, pour calculer le nombre de gens retraités, bénéficiaires d'une pension de retraite nés à l'étranger, qui sont en France, on fait quoi? On prend le total des 7,7 millions et on retranche ceux qui sont à l'étranger, 1,1 million. Donc ça nous en fait 6,6 millions qui seraient des retraités nés à l'étranger sur le territoire national. L'INSEE nous dit qu'il y a 8 400 000 personnes à l'étranger sur le territoire national de tous âges. Ça veut dire quoi? 6,6 millions sur 8,4 millions, ça veut dire que 80% des gens nés à l'étranger qui sont en France, ce seraient des retraités. On a des retraités jeunes. Hein. Et on sert 14 500 000 pensions de retraite en France. Ça voudrait dire qu'un retraité sur deux serait quelqu'un né à l'étranger. Voilà, c'est ça qui est écrit, sans le dire dans le rapport de la Cour des comptes d'il y a 3 jours. Une pension de retraite, que ce soit de droit normal ou de minimum vieillesse, sur 2 versée par le système français, le serait à des gens nés à l'étranger. Ça, c'est la réalité de ce que nous dit la Cour des comptes, en fait. Donc moi, j'ai tendance à dire que ça démontre une aberration statistique. Ou alors, ça veut dire qu'il faut arrêter tout de suite l'immigration, parce que je ne vous dis pas la gueule du système de retraite par répartition. Hein. Si on a 80% des gens nés à l'étranger qui sont des retraités, par rapport aux actifs, oula, en fait, c'est pas du tout une chance pour la France, l'immigration, dans ce cas-là. Au contraire, c'est la mort de notre système de retraite, il faut inverser les flux. Si c'est la réalité vraie. Ou alors, c'est qu'on a une fraude massive, monumentale. Ou c'est que la Cour des comptes a écrit des conneries. Et ça, je n'y crois pas. Donc, j'en déduis que là, on a un truc... Enfin, je vous mets mon pari. Hein. Éric Zemmour, se basant sur mes investigations, vous savez, dit souvent que 42% des allocations de la branche famille sont versées à des gens nés à l'étranger, ce qui est la réalité. Hein. C'est tiré de cette même réponse gouvernementale. 5 300 000 allocataires sur les 12,7 millions allocataires sont nés à l'étranger. Je vous mets mon ticket que dans les jours qui viennent, quand il va se rendre compte de ça, vous aurez Éric Zemmour qui, de manière abusée ou pas, vous dira qu'une retraite sur 2 est versée à des gens nés à l'étranger. Et les gens pourront dire, Libération Check News pourra dire non, c'est pas vrai, machin, etc. C'est les chiffres qui sont sortis dans le rapport de la Cour des comptes il y a 3 jours. Ils posent vraiment question. Ils posent vraiment question en fait, sur la gestion du système, parce qu'en réalité, tout le monde peut regarder ce qui se passe dans la rue. Hein. Vous ouvrez les yeux, vous n'avez pas 80% des gens nés à l'étranger qui sont des retraités. C'est pas vrai. En général, d'ailleurs, l'immigration, c'est plutôt une population plus jeune qui vient pour travailler. C'est la députée Carole Grandjean, je m'en rappelle très bien, qui avait eu cette idée, que moi-même, d'ailleurs, je n'avais pas eue, mais qui était tout à fait lumineuse, de demander à l'INSEE combien il y avait de gens et combien il y avait de centenaires. Vous savez, on parlait beaucoup déjà à l'époque des histoires des centenaires qui perçoivent des retraites. C'était un peu le pavé dans la mare qu'avait lancé Rolande Ruellan, qui était la présidente de la 6e chambre de la Cour des comptes en 2010, en expliquant qu'en Algérie, quand même, les gens... ils mouraient très vieux, quoi. Enfin, ils vivaient très vieux. Et donc, Carole Grandjean, la députée En Marche, elle demande cette information à l'INSEE. Et c'était très drôle, le jour où je suis entendu, donc c'était à l'été 2019, je suis entendu par la mission Goulet-Grandjean, donc elles sont là tous les deux, et elles reçoivent à ce moment-là le mail de réponse de l'INSEE. On est comme ça en audition. Et du coup, elles me le lisent. Et donc, c'est le directeur de cabinet du directeur général de l'INSEE, donc c'est un polytechnicien qui répond, qui dit, voilà, dans le fichier de l'INSEE, nous avons 110 millions de personnes. Donc, vous savez, tous les gens qui sont morts ou vivants, vous savez, avec votre numéro de sécurité sociale, en fait, le NIR, c'est ce qu'on appelle le numéro d'inscription de répertoire. Et là, il dit, voilà, nous avons 110 millions de personnes, dont, de mémoire, 84,2 millions réputés en vie. Et sur les centenaires, alors voilà, il explique, il y a 14 millions de centenaires dans le fichier, dont 3 100 000 centenaires réputés en vie.
Et après, il décompose 1 500 000 centenaires réputés en vie nés en France, 1 600 000 centenaires réputés en vie nés à l'étranger. Voilà. Et ça, c'est la donnée de l'INSEE. Alors, réputés en vie, ça veut dire qu'en fait, ils n'ont pas eu les certificats de décès. Et donc derrière, alors ce qu'on peut comprendre, hein, si les gens ils meurent à l'étranger, les autorités étrangères, elles ne vous envoient pas de certificat de décès, elles n'en ont rien à fiche du système français. Par contre, si vous mourrez en France, on peut se dire que la plupart des gens nés en France, ils sont peut-être morts en France. Là, l'INSEE vous explique que le système est mis à jour toutes les semaines sur les décès et que ça marche très bien avec les mairies, etc. Bon. Et donc le truc arrive. Alors là, je vois les deux parlementaires blêmir. Elle me montre en direct le mail. Moi, je rigole. Je me dis, putain, c'est hallucinant, quoi. 3 millions de centenaires. Réputé en vie, c'est quand même très drôle sur la gestion de la base, quoi, sur ce que ça signifie de la gestion des fichiers en France. Et voilà, et c'est tout. Et effectivement, 21 000 centenaires au recensement de l'INSEE. Et donc là, on était au mois de juillet. Puis au mois de septembre, début septembre, les deux parlementaires font une conférence de presse au Sénat pour présenter les premiers résultats de leurs travaux à la presse. Et elles présentent celles, en fait, qui disent, bah voilà, d'ailleurs l'INSEE, on avait demandé, et l'INSEE nous a répondu, voilà, 84 millions de personnes réputées en vie, bah, ça fait 17 millions de plus que de gens qui existent au recensement, et puis sur les centenaires, 3 millions de centenaires, alors qu'il n'y en a que 21 000. Quoi. Et donc là, mais elles disent pas plus, hein, elles disent voilà, donc ça veut dire qu'il y a peut-être un problème de fiabilisation des fichiers à faire. D'ailleurs, c'était les termes de Carole Grandjean. Hein. Et puis, elles n'avaient pas cherché, elles n'étaient pas du tout en train de dire qu'il y avait 84 millions de cartes vitales, qu'il y avait 3 millions de centenaires qui percevaient, etc. Non, elles ne disaient rien. Et dans la même conférence de presse, elles expliquaient que la Cour des comptes leur avait expliqué qu'il y avait des études universitaires, notamment de l'EHFCN, qui est l'organisme européen qui fédère les caisses d'assurance maladie pour la lutte contre la fraude, qui disait que le taux de fraude à l'assurance maladie, c'était entre 3 et 10%. Et donc ça, c'est un chiffre que l'assurance maladie française connaît depuis des années, mais qu'elle veut complètement cacher. Ils n'ont jamais fait la pub de ces rapports au HFCN. Et donc, forcément, les journalistes, eux, on leur dit 3 millions de centenaires, 84 millions, 17 millions de zombies, etc. Blah, ils se jettent dessus, quoi. Puis même moi, je trouvais ça très drôle, parce que ça vous prouve qu'il y a un problème sur les fichiers. Et surtout, la question, c'était combien, c'est ce que vous avez posé comme question, combien il y en a qui perçoivent derrière. Et du coup, les administrations sociales ont bien vu qu'en termes de communication, ça partait un peu sévère à leur encontre. Donc là, on a vu toute une campagne se dérouler pour décrédibiliser la sénatrice Goulet et la députée Grandjean. En gros, pour les faire passer pour des charlots en jupon. Et c'est comme ça que vous avez des titres de la presse qui ont dit « Oui, y a-t-il 84 millions de cartes vitales ?» Elles n'avaient jamais parlé de 84 millions de cartes vitales. Et évidemment, il n'y a pas 84 millions de cartes vitales en circulation. Et donc, vous savez, c'est toujours cette même technique qui consiste à créer un mensonge pour en accuser quelqu'un, alors qu'il n'a jamais dit ça. Vous l'accusez d'avoir proféré un mensonge pour le décrédibiliser. Et là, ça a bien marché. Et donc, vous avez eu je ne sais pas qui. Alors, est-ce que c'est des journalistes incompétents ou est-ce que c'est des cabinets, entre guillemets, noirs qui ont créé comme ça tout un storytelling pour le filer clé en main à des journalistes complices ou complices sans le savoir. Bref, on a eu toute une ambiance où ces deux parlementaires qui avaient juste fait leur boulot et qui avaient simplement donné en toute transparence les informations qui leur avaient été données par l'administration et rien de plus, on les a fait passer pour des guignols, quoi. Voilà. Et pour des menteuses, fake news, machin, etc. Sauf que c'était les chiffres de l'administration. Et effectivement, il n'y avait pas 84 millions de cartes vitales ou 110 millions de cartes vitales, personne n'a jamais dit ça. Personne n'a jamais dit qu'il y avait 3 millions de centenaires qui percevaient des prestations. Mais ça faisait bien parce que ça permettait de les décrédibiliser. Et l'assurance maladie, à ce moment-là, a sorti un chiffre en disant « Mais non, il n'y a pas 110 millions de cartes vitales. » Allons-y gaiement. Personne n'avait jamais dit ça. Hein. C'est un tweet qu'ils ont fait. Il y en a 59,4. Donc vous voyez, il n'y a pas de fraude. Ah, sauf que c'est toujours pareil. Hein. C'est ce que je disais quand j'étais juge d'instruction. Les gens, il faut les laisser venir. Et puis, en fait, ils vont sortir des trucs qui vont les mettre dedans. Puis après, il n'y a plus qu'à tirer le tapis. Pas de problème. Calcul, méthode IGF 2013. On reprend le nombre de cartes vitales actives, on prend le nombre de gens qui existent au recensement. Bah là, ça faisait un surplus de 5 millions d'euros. La mission Goulet-Grandjean a conclu. Merci à monsieur Assurance Maladie, merci à monsieur Administration. Vous nous dites que vous avez 59 400 000 cartes vitales. D'ailleurs, c'est un chiffre qu'on ne pouvait pas avoir. Bah là, on l'a eu. Et bah, comme il y a 54 200 000 personnes en face, 5 200 000 cartes vitales en surnombre. Moi, dans mon livre, je sais, parce que j'ai eu les infos sur un seul régime d'assurance maladie, celui des militaires, qu'on en a beaucoup plus que 21 000. Ouais, c'est d'ailleurs ce que j'explique en 4e de couverture, hein, qu'il y en a un certain nombre qui ont plus de 120 ans, ouais,
des gens du régime des militaires qui ont plus de 120 ans. Donc en fait, ce que j'explique, hein, on recrée les régiments de Verdun, puis on va envoyer les taxis de la main pour aller les chercher, c'est assez amusant. Donc c'est un scoop que je vous livre, hein, cher lecteur de Valeurs Actuelles. Jeanne Calment, c'est fini, elle ne va plus être au Guinness des records. On a beaucoup d'assurés sociaux qui vont battre tout ça. Vous savez, les Japonais qui vivent 110, 115 ans, oubliez-les. Nos assurés sociaux en France sont beaucoup plus vieux. C'est assez drôle, ça aussi. Mais donc voilà, donc je pense qu'on n'en a pas des millions qui ont des droits ouverts à la sécurité sociale, mais plusieurs dizaines de milliers, assurément. Ça c'est démontré. Et donc, voilà. Alors, est-ce que c'est de la fraude? Est-ce qu'il y a de la consommation ou pas? C'est une bonne question. Ça montre surtout, c'est surtout révélateur de la manière dont le système est géré. Voilà. Parce que dans tout ça, il y a effectivement il y a le problème de la fraude, et puis il y a le problème d'une gestion qui manifestement pose question, quoi, en matière de deniers publics. Les parlementaires de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale ont interrogé les policiers spécialisés en faux documents. En fait, c'est la police de l'air et des frontières. Donc vous avez le grand patron, hein, le directeur au niveau national de la police de l'air et des frontières qui a été interrogé, et son chef de service des faux documents, un commissaire, un divisionnaire, qui est chef de l'unité de détection des faux. Et donc les députés lui disent, bah voilà, combien sur les gens nés à l'étranger, et donc qui veulent s'inscrire dans le système social, vous êtes les spécialistes, vous estimez la fraude à quel pourcentage? Et alors là, vous sentez le commissaire très embêté quand même, il est un peu gêné, et puis il va finir par répondre, et puis il dit, ouais, alors, avec beaucoup de précautions oratoires. Et là, il sort une bombe nucléaire. Il dit, bah voilà, nous, on sera amenés à rejeter. La réponse est dans le livre, où je vous la donne. Allez, je vous la donne un peu. En fait, il rejetterait un tiers des dossiers, 33%. Parce que c'est des faux, parce que ça ne correspond pas à ce qu'ils ont dans leur base de données, etc., de référentiel. C'est-à-dire que la police vous explique sous serment, ils sont sous serment quand ils disent ça, qu'un tiers des dossiers de gens nés à l'étranger qui veulent s'inscrire à la sécurité sociale devraient être rejetés, selon leurs critères à eux. Vous avez 0,7 ou 0,13% de l'autre côté au niveau de la sécu, quoi. Alors on croit qui? On croit les policiers assermentés spécialistes des faux documents, ou on croit la sécurité sociale et un sénateur qui faisait une mission sur commande politique? Je sais pas. Moi j'ai ma petite idée de vers qui je pense, hein. Après ce sera au public de se faire sa propre idée, ils regarderont les auditions, ils liront le rapport, et puis voilà, ils verront bien. Mais effectivement, quand vous faites un crash test avec 180 ou 200 fausses identités avérées, et que vous vous rendez compte que vous en avez 40 ou 50% qui sont passés au travers du système de contrôle,